Bachir, un grand optimisme a saisi le monde à propos de Cuba. Je ne le partage absolument pas. La première chose, parce qu'il s'agit des deux côtés d'une grande gesticulation. Il faut savoir que l'économie de Cuba, qui est saignée par maintenant 55 ans quasiment d'embargo, l'embargo a commencé en 1960, eh bien cette économie cubaine a besoin d'un souffle d'air. Cela explique évidemment que Raúl Castro met l'accent là-dessus, mais également le fait que ça sert évidemment à légitimer le régime, puisque ce sont apparemment les Américains qui viennent à Canossa. Mais ça, c'est une apparence. Derrière tout ça, il y a une grande gesticulation diplomatique américaine. La première chose qu'il faut dire, c'est que Obama a peu de pouvoir pour la levée de l'embargo, parce que l'embargo suit en fait deux domaines de pouvoir bien séparés. Une petite partie repose sur les pouvoirs du président américain, qui peut prendre une série, ce qu'on appelle des executive orders, mais la principale décision de lever ou d'imposer un embargo, elle repose sur le Congrès américain et le Sénat américain. Et là-bas, vous savez qu'Obama a perdu les dernières élections législatives aux États-Unis. Le Congrès est massivement dans les mains du Parti républicain et est massivement hostile à la reconnaissance du régime cubain, qui pour eux reste l'ennemi communiste. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'il faut bien constater, c'est que il y a un précédent fâcheux là-dedans. C'est ce qu'on a appelé la coexistence pacifique entre la Libye de Mouammar Kadhafi et les États-Unis à partir de 2003. Ça a été évidemment une relation de dupes, et elle a terminé par la destruction totale de la Jamaïria libyenne. J'ai toujours dit que la destruction de la Jamaïria avait commencé dès 2003, et tout simplement parce que l'idée des Américains en Jamaïria et aujourd'hui à Cuba, c'est de prendre le régime de l'intérieur. Le leadership cubain est divisé en fait entre des communistes radicaux qui veulent maintenir le système, qui sont généralement pro-russes et pro-chinois, et une génération de cadres plus opportunistes qui ne s'affichent pas encore comme libérales, mais qui entendent néanmoins établir de bonnes relations avec les États-Unis et amener Cuba dans la globalisation mondiale. Ça a été le cheval de Troie libéral en Libye, c'est actuellement le cheval de Troie libéral en Russie, ce sera le cheval de Troie libéral à Cuba, en sachant que la grande échéance politique, c'est la mort des deux frères Castro, et on sait que Fidel est très malade et que Raúl est très âgé. Donc c'est une échéance politique qui va arriver à un moment donné. La présence d'un ambassadeur américain à Cuba, comme dans tous les pays où est tentée une révolution de couleur, sera un facteur d'organisation et d'accélération pour l'opposition. C'est évidemment cela auquel le leadership cubain va devoir faire face. Qu'est-ce qui motive également le dossier cubain? Il y a trois grandes choses qui motivent les Américains. La première chose, j'en ai discuté, c'est un enjeu électoral interaméricain concernant la prochaine présidentielle américaine. J'en ai parlé dans mon sujet d'accueil, je n'y reviendrai pas. Le vote cubain est déterminant dans l'État de Floride, et l'État de Floride est déterminant pour l'élection présidentielle. Donc il y a un électorat à prendre. Obama voulant s'emparer de l'électorat des jeunes cubains ayant la nationalité américaine en Floride et à Miami pour l'arracher au Parti républicain. Deuxième chose qui arrive, c'est évidemment, ça intervient dans la confrontation entre la Russie et les États-Unis et la volonté des Américains d'imposer une nouvelle guerre froide. Il y a, vous savez que la presse occidentale reçoit régulièrement ce qu'on appelle des éléments de langage, c'est-à-dire des thèmes qu'ils doivent aborder. C'est le cas de Cuba également. Un journal est allé un peu plus loin, est en aveu, si je peux dire, c'est Libération à Paris, qui a fait sa couverture en disant « Cuba si, Russia no ». C'est une des marques du fameux slogan « Cuba si, Yankee no ». Et ça indique clairement le caractère anti-russe de l'opération.
Anti-russe parce que Cuba est le point fort actuellement de la réinstallation des Russes sur les traces de l'Union soviétique en Amérique latine, et en même temps parce que tout le grand barnum médiatique sur la reconnaissance, la levée de l'embargo de Cuba, a étouffé, a dissimulé la même semaine la campagne agressive de sanctions des Américains et de l'Union européenne contre la Russie. Ceci, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est une raison purement stratégique. C'est-à-dire que les Russes, sur le pas aussi des Soviétiques, ont mis en route une nouvelle génération de bombardiers nucléaires stratégiques, les Tu-95, que l'OTAN appelle les Bir-H, H pour atomique. Que représentent ces avions? Ce sont de longs porteurs qui croisent à très haute altitude dans la stratosphère, qui portent des bombes et des missiles de croisière nucléaires et qui font le tour de la Terre et qui sont une partie de la dissuasion nucléaire de la Russie contre le bellicisme américain. Mais ces avions ont besoin de se ravitailler, ils ont donc besoin de bases, de points pour atterrir, faire le plein, etc. Deux, en Amérique latine, c'est-à-dire aux portes des États-Unis, les deux pays qui accueillent ces bombardiers, c'est officiellement Cuba actuellement, et c'est officieusement le Venezuela. C'est une des raisons pour lesquelles le régime de Maduro, après le régime de Chavez, est une des bêtes noires de Washington. On vient il y a quelques mois d'allonger les pistes de plusieurs aéroports du Venezuela, et ça n'a aucune autre raison sinon ces bombardiers stratégiques. Les États-Unis espèrent donc, en se rapprochant de Cuba, briser l'amitié russo-cubaine. Ça, c'est le motif stratégique. Enfin, il y a tout simplement dans le monde actuel la nécessité pour Obama de redresser son image et d'apparaître comme un homme d'ouverture et de paix. Il a un bilan extrêmement négatif. Son nom est à jamais attaché à l'utilisation des drones tueurs, notamment en Afghanistan et au Pakistan. Et donc, Obama se donne à peu de frais, puisque la décision finale appartient à un Congrès qui va vraisemblablement la refuser. Obama se donne à peu de frais l'image d'un homme d'ouverture, l'image d'un homme de progrès. On en est loin, évidemment. Obama aura été, dès sa campagne électorale pour devenir président, une imposture. Il a été le président de l'imposture, il a été le prix Nobel de l'imposture, et il est toujours un imposteur lorsqu'il prétend être l'ami de Cuba.